un produit que l'on peut faire avec des vecteurs et le produit vectoriel. Donc, contrairement au produit scalaire qui donne un scalaire, le produit vectoriel va donner un vecteur comme résultat. Et le produit vectoriel de deux vecteurs est défini pour des vecteurs de R3. Et ça nous permet entre autres d'obtenir un vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs donnés dans le produit. Par exemple ici, si je fais le produit vectoriel du vecteur V et du vecteur U, le vecteur que j'obtenir va être W, qui est à la fois perpendiculaire à U et perpendiculaire à V. Maintenant, comment obtenir les coordonnées du vecteur W? Et pourquoi aussi est-ce que c'est plus compliqué qu'en deux dimensions? Ben, imaginez que, prenez un crayon, imaginons que c'est un vecteur, plaçons un vecteur d'un deuxième crayon perpendiculaire au premier, ce qui représenterait un vecteur perpendiculaire. Ce vecteur-là, si on le fait tourner autour du premier, on voit que peu importe l'angle que je donne, j'ai un vecteur perpendiculaire. Donc, dans R3, j'ai une infinité de vecteurs perpendiculaires. Donc, si j'ai deux vecteurs à la fois, ça va me prendre un vecteur qui est perpendiculaire. Donc, dans l'infinité des vecteurs qui sont perpendiculaires à U et à V, ça me prend un vecteur qui est perpendiculaire aux deux en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater pour déterminer les coordonnées de notre vecteur? Ici. Donc, si j'ai un vecteur U qui est A, B, C, un vecteur V qui est DEF, et un vecteur W qui est X, Y, Z, et je me dis que W est le vecteur perpendiculaire à la fois à U et à V, on pourrait déjà faire un constat. Si W est perpendiculaire à U, c'est que son produit scalaire avec U donne 0. Donc, on a que U, produit scalaire avec W, sera égal à 0. C'est une des caractéristiques du produit scalaire qu'on avait vu précédemment. Mais aussi, ça, on aura le même résultat si on prend V au lieu de U. Donc, V produit scalaire avec W va aussi donner 0. Parce que quand on calcule le produit scalaire, il y a un cos de l'angle qui apparaît. Si mon angle est de 90 degrés, cos de 90 valant 0, le produit scalaire vaut 0. À partir de ces deux constats-là, que U produit scalaire W égale 0 et que V produit scalaire W égale 0, on va essayer d'écrire un système d'équations qu'on va tenter de résoudre par la suite. Donc ici, si je fais U produit scalaire avec W, je vais avoir AX plus BY plus CZ, donc AX plus BY plus CZ égale 0. Et j'ai une autre équation que j'obtiens avec V scalaire W, donc DX plus EY plus FZ égale 0. Donc j'ai deux équations en X, Y, Z, donc trois inconnus. Quand je vais faire la solution de mon système d'équations, j'aurai une infinité de solutions. Donc si on se prépare à faire un petit Gauss-Jordan, je mets les coefficients de mon système, donc dans les équations A, B, C, augmenté à 0, ici, D, E, F, augmenté à 0. Donc ici, on va laisser la première ligne intacte. Donc on aura toujours A, B, C, 0. Puis ici, on va vouloir mettre un 0 en deuxième ligne, première colonne. On va donc faire A fois la ligne 2, moins D fois la ligne 1. Donc, A fois D moins D fois A, ça fait AD moins AD, ça fait 0. Ici, on va avoir AE moins
BD. Ici, A fois la ligne 2 moins D fois la ligne 1, donc A fois F moins D fois C. Donc AF moins CD. Puis A fois 0 moins D fois 0, ça nous donne 0 encore. Maintenant, on pourrait arrêter ici. Puis essayer de trouver les valeurs de nos trois inconnus x, y, z. Ici, j'ai une lecture pour A, donc A est libre. J'ai une lecture pour Y, A est lié. Désolé. Ici, j'ai une lecture pour Y, Y est lié. Z est libre. Donc, on peut dire que Z est égal à T. Une constante, donc élément des réels. Maintenant, si on vient avec nos équations ici, on a que AE moins BD fois Y est égal à moins AF moins CD. Si je le traverse, pas qu'ici on a notre égalité. Donc, moins AF moins CD fois la valeur de Z. Mais la valeur de Z, on la connaît. La valeur de Z, on l'a appelée T. Ce qui nous donne que Y égale, ici, je vais entrer le moins dans la parenthèse, je vais donc avoir CD moins AF sur AE moins BD. Tout ça fois T. Donc le T qui est ici. Or, puisque Z peut valoir n'importe quel nombre réel, donc que T peut être n'importe quel nombre réel, on va choisir une valeur particulière pour T pour ne pas avoir une écriture avec une infinité de solutions. Moi, je voudrais avoir une solution particulière. Donc, si on va dire, posons. Donc, pour simplifier mon écriture, je vais choisir T comme étant le même nombre que le dénominateur qui est ici. AE moins BD. Évidemment, il faudra que ce calcul-là soit différent de 0. Donc, si on pose T égale AE moins BD, mais ici, mon dénominateur va s'éliminer avec mon numérateur. C'est donc dire que Y sera égal à CD moins AF. Et pour trouver la valeur de X, je remplace dans ma première ligne ici. J'ai AX plus B fois la valeur de Y. On va le déterminer, c'est CD moins AF. Plus C fois la valeur de Z qui est T, mais qui est donc AE moins BD. Tout ça est égal à 0. Ce qui nous donne que AX égale. Donc, si on fait les multiplications et qu'on écrit le tout de l'autre côté, ici, je vais avoir un B fois C fois D que je transfère, donc moins BCD, moins ABF que j'envoie de l'autre côté, plus ABF, plus ACE que j'envoie de l'autre bord, donc moins ACE, puis finalement, moins BCD qu'on transfère, donc plus BCD. Si on a moins BCD, plus BCD, ça s'annule. Et il nous reste deux termes ici qui ont tous les deux un A en commun. Je peux mettre en évidence. Donc, A fois BF moins CE. Donc, on a AX égale A fois BF moins CE. Mais comme j'ai une droite, pas une droite, mais ici, dans mon système d'équations, comme A est différent de 0, je vais pouvoir simplifier par A de chaque côté et conclure que X égale BF moins CE. BF
moins CE. Ici, on regarde les valeurs qu'on a pour chacune de nos inconnus. Z sera égal à AE moins BD. Supposons Z égale T égale AE moins BD. Y égale à CD moins AF et X égale BF moins CE. Ça ressemble énormément à des calculs de déterminants. Puis si on place nos vecteurs en ligne avec les vecteurs canoniques sur une première ligne, bien, on va pouvoir dire, on va vérifier si le calcul a un certain sens. Si on dit que W est égal à parce que mon but c'est de trouver mes valeurs de X, Y, Z. Donc si on fait un déterminant 3 par 3, pour lequel sur la première ligne, si je vais mettre les vecteurs canoniques, donc I, J, K, ici je mets les composantes de mes vecteurs, donc A, B, C et D, E, F. Est-ce que le déterminant me donnerait la bonne chose? Bien, le coefficient de I serait BF moins CE. C'est ce que j'ai pour mon X. Le coefficient ici de J, AF moins CD. Je dois changer le signe parce que j'ai une position négative. Donc CD moins AF, c'est ce qu'on a ici. Puis pour K, qui serait la composante en Z, AE moins BD, c'est exactement ce qu'on a. Donc on peut dire que ce déterminant est exactement ce qu'on va appeler le produit vectoriel des vecteurs U et V. Donc, quand je vais vouloir déterminer un vecteur perpendiculaire à deux autres vecteurs, ou tout simplement calculer un produit vectoriel, je vais calculer le déterminant 3 par 3, sur lequel, en première ligne, je place les vecteurs canoniques, et sur les deux autres lignes, les composantes des vecteurs. Par exemple, si je veux trouver un vecteur perpendiculaire au vecteur U égale 1, 5, moins 3 et V égale 2, moins 1, 4, j'ai tout simplement qu'à faire le produit vectoriel des deux vecteurs. Si on va pouvoir dire que le produit vectoriel des vecteurs U et V, donc U produit vectoriel avec le vecteur V, qu'on peut dire U croix V, va être égal ici au déterminant 3 par 3, formé par les lignes suivantes, donc en première ligne I, J, K. Sur ma deuxième ligne, je mets mon vecteur qui est ici, 1, 5, moins 3. Sur la deuxième ligne, moins 2, 1, 4. Si on pourrait dire que nous aurons, donc si on développe selon la première ligne, I fois, je vais le faire détailler, 5 fois 4, moins 1 fois moins 3, moins, parce que là, ici, on a une position moins, donc moins J fois 1 fois 4, moins 2 fois moins 3,
finalement, plus k fois 1 fois 1 moins 2 fois 5. 1 fois 1 moins 2 fois 5. Ce qui va nous donner, c'est 23i. Ici, on va avoir 4, moins 6, moins 2. J'ai un moins devant, donc plus 2j. Ici, on a 1 plus 10, donc 12, plus 12k. On peut garder le vecteur ici exprimé comme combinaison linéaire de vecteurs de base, ou on peut l'écrire de façon plutôt standard, 23,2,12. Donc, le vecteur 23, 2, 12 est perpendiculaire au vecteur 1, 5, moins 3 et est aussi perpendiculaire au vecteur moins 2, 1, 4. Autre exemple, trouver un vecteur perpendiculaire au vecteur u égale 3 moins 1 et v égale 4, 3. On a dit précédemment que le produit vectoriel était défini pour les vecteurs de R3. Par contre, des vecteurs dans R2, à 2 dimensions, on peut les considérer comme des vecteurs de R3 pour laquelle la troisième composante vaut 0. Donc, en posant z égale 0, on reste dans le plan standard. Et on peut considérer nos vecteurs de R2 comme des vecteurs de R3. Donc, on peut quand même utiliser le produit vectoriel dans un cas comme celui-là. Par exemple, ici, on va obtenir que U produit vectoriel avec V va être égal au déterminant 3 par 3. Sur ma première ligne, je mets mes vecteurs canoniques I, J, K. Ici, je vais mettre les composantes de mes vecteurs. Donc 3 en X, moins 1 en Y, 0 en Z, et 4 en X, 3 en Y, 0 en Z. Puis, évidemment, dans un cas comme celui-là, les deux premières composantes vont toujours valoir 0. Parce qu'ici, bon, pour le I, j'aurai moins 1 fois 0, moins 3 fois 0, donc 0. Pour le J, 3 fois 0, moins 4 fois 0, 0. Même si on change le signe, ça fait 0. Et on aura purement une composante en Z. Donc 3 fois 3, 9. 4 fois moins 1, moins 4. 9 moins 4, ça fait 13. Donc j'ai le vecteur 0, 0, 13 qui est perpendiculaire aux deux vecteurs donnés. Maintenant, pour connaître dans quelle direction ira mon vecteur perpendiculaire à U et V, donc le vecteur obtenu par le produit vectoriel, on peut utiliser la règle du tournevis ou de la main droite. Donc dans cette règle-là, pour la main droite, il faut imaginer que les vecteurs sont sur un plan, donc supposons ici ils sont sur une feuille. Je veux savoir est-ce que le vecteur sort de la feuille ou va en dessous de la feuille. Pour la règle de la main droite, je vais mettre le vecteur U dans la paume de ma main, puis je vais fermer mes doigts vers le vecteur V. Donc si on fait ça ici, si je mets ma main ici, donc la pointe de U dans la paume de ma main, et que je ferme mes doigts vers V, forcément mon pouce va aller vers le haut. Si mon pouce va aller vers le haut, j'aurai un vecteur qui sort de la feuille. J'aurai un vecteur qui sort de la feuille, comme ceci, et qui sera perpendiculaire à V et à U. Par contre, ici, si je fais toujours U croix V, ici on a notre vecteur U croix V qui est perpendiculaire aux deux autres.
Si je viens faire U croix V, ici, là, le U et le V ne sont pas au même endroit. Donc, il faut que je mette le U dans la paume de ma main et que je ferme les doigts vers V. Mais je suis obligé de tourner ma main pour être capable, sinon, si je mets U dans la paume de ma main, je ne serais pas capable d'aller chercher la pointe de V avec mes doigts. Donc, je suis obligé de tourner ma main et mon pouce va se ramasser vers le bas dans ce cas-là. J'aurais plutôt une situation comme celle-ci, avec un vecteur qui est à 90 degrés avec U et avec V quand même. On pourrait aussi, plutôt que la règle de la main droite, y aller avec la règle du tournevis. Donc on imagine ici qu'on a une vis à l'intersection de U et de V. Puis on met un tournevis sur la tête de la vis et on tourne dans le sens des vecteurs ici. Donc si j'ai une vis ici, puis que je mets un tournevis, que je tourne de U vers V, comme ça, si j'utilise le tournevis comme ça, ben la vis va sortir. Donc la vis va sortir de la feuille, sortir du plan. Tandis qu'ici, si je mets ma vis là ici, je mets mon tournevis et que je tourne dans ce sens-là avec mon tournevis, la vis va entrer. Donc la vis va entrer dans la feuille, dans le plan. Parmi les propriétés du produit vectoriel, il y en a deux qui sont quand même là, vraiment importantes à retenir en tout temps. Ici, ben, le produit vectoriel est aussi un vecteur. Donc si j'ai deux vecteurs de R3, leur produit vectoriel est aussi un vecteur de R3. Et le produit est antisymétrique ou anticommutatif. Donc si j'ai U croix V, ce sera égal à moins V croix U. Donc si je connais la valeur de U croix V comme donnant la valeur de V croix U, je n'ai qu'à changer les signes des composantes. Et c'est normal parce que quand on calcule V croix U, on fait un déterminant dans lequel on a interchangé des lignes des composantes de U et des composantes de V. Et dans un déterminant, quand on permute deux lignes, on change le signe du déterminant. Donc si mon produit vectoriel vaut 0, ici, c'est que mon déterminant me donnait 0, 0, 0. Donc 0 pour la composante en X, 0 pour la composante en Y, 0 pour la composante en Z. C'est donc dire aussi qu'il y a une dépendance entre les vecteurs U et V, et donc mes vecteurs U et V sont collinéaires. Donc les deux vecteurs sont collinéaires ou parallèles. Ici, un petit théorème, donc la norme du produit vectoriel, la norme du produit vectoriel U croix V, et la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le sinus de l'angle entre les deux. Ici, on regarde le petit schéma qu'il y a ici. Si on voulait trouver l'aire du parallélogramme qui est ici, on ferait la base fois la hauteur. Ici. On pourrait dire que l'aire de notre parallélogramme, je parle évidemment d'aire orientée, d'aire algébrique pour l'instant. Donc, l'aire pourrait être vu comme étant la base fois la hauteur. Donc ici, l'aire de la base, j'aurai la norme de mon vecteur. Pas l'aire de la base, mais la longueur de la base, j'aurai la norme de U fois la hauteur. Or, si je considère la petite triangle rectangle ici, dont l'hypoténuse est la norme de V et la hauteur est H, on pourrait dire que sinus de l'angle θ est égal au côté opposé qui est H sur
l'hypoténuse qui est la norme du vecteur V. C'est donc dire que H va être la norme du vecteur V fois le sinus de l'angle. Ici que l'air sera donné par la norme de U fois la norme de V fois sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Ce qu'on pourrait aussi appeler tout simplement la norme du vecteur U et du vecteur V, du produit vectoriel de U et de V. Puisqu'une norme n'est jamais négative, l'aire géométrique sera bien définie. Et bien sûr, l'aire du triangle engendré par les deux vecteurs sera la moitié de l'aire du parallélogramme. Par exemple, donner l'aire du parallélogramme engendré par les vecteurs U égale 4, 1, 0 et V égale 1, 7, 0. L'aire sera égale au déterminant 3 par 3 I, J, K. Je mets les coordonnées de mes vecteurs. Donc 4, 1, 0 et 1, 7, 0. Ici, rapidement, j'obtiendrai le vecteur 0, 0. Donc 4 fois 7, 28, moins 1, 27. En fait, c'est pas l'air ici qui est égal à ça, désolé. C'est plutôt U croix V. En produit vectoriel. Et l'aire que je cherche sera donné par la norme de ce vecteur-ci, 0, 0, 27. Supposons qu'on ne remarque pas trop à quoi on a affaire et qu'on le fait au long. On aura donc la racine de 0 au carré plus 0 au carré plus 27 au carré. Donc 27 unités carrées. Au deuxième exemple, on me donne 4 points, A, moins 2, 1, 2, B, 3, 0, 1, C, moins 4, 2, 1 et D, 1, 1, 0. On me demande de calculer l'aire du parallélogramme formé par les 4 points et aussi l'aire du triangle formé par les points A, B, C. Donc, je pourrais me créer des vecteurs AB, BC. Donc, en faisant la norme du produit vectoriel de AB et BC, j'aurai l'aire du parallélogramme engendré par les deux. Et en divisant par 2, j'aurai l'aire du triangle formé par mes deux vecteurs ici. D'accord. On commence par notre U croix V, U produit vectoriel V. Déterminant en 3 par 3, toujours la même chose. I, J, K. Les coordonnées de mes vecteurs. Si j'aurais dû les faire au préalable, en fait, j'aurais dû créer mes vecteurs ici. Donc, mon vecteur U, je vais dire que c'est le vecteur ici, formé du vecteur dont l'origine est A et l'extrémité est B.
Ce qui va me donner, donc je dois faire l'extrémité moins l'origine. Donc ici 3 moins moins 2, 5. 0 moins 1 moins 1. 1 moins 2 moins 1. Et un vecteur V qui sera le vecteur BC. Donc moins 4, moins 3, moins 7, 2 moins 0, 2, 1 moins 1, 0. Ici, je mets les composantes de mes vecteurs, 5, moins 1, moins 1, moins 7, 2, 0. Ce qui va me donner le vecteur. Là, on peut l'écrire directement, on n'est pas obligé d'y aller avec les IJK. On sait que la composante en X sera le coefficient de I, donc moins 1 fois 0, 0. Moins 2 fois moins 1, donc 0 moins moins 2, ça nous donne 2. Pour la composante en Y, ce sera moins le coefficient de J, donc 5 fois 0, 0. Moins 7 fois 1, moins 7. 0, moins 7, moins 7, on change le signe parce qu'on est dans une position moins, donc 7. Pour le Z, ce sera le coefficient de la composante. Donc pour la composante Z, ce sera le coefficient de K. 10 moins 7, on aura 3. Ça veut donc dire ici que l'aire sera donné par la norme du vecteur 2, 7, 3, l'aire du parallélogramme. Nous aurons la racine de 2 au carré, plus 7 au carré, plus 3 au carré, donc nous aurons la racine de, ici, 2 à la 2, on a 4, plus 49, plus 9, donc on aura racine de 62 unités carrées. Puis pour l'aire du triangle, tout simplement, nous n'aurons qu'à diviser par 2 la réponse précédente. Donc, racine de 62 sur 2 unités carrées.